Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnels. Alors aujourd'hui, on va parler économie avec quelqu'un qui a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a demandé une question, la question interdite au gouvernement. Et à qui possède la dette? Qui possède la dette française? C'est la question interdite. Personne ne le sait en réalité. Je me demande même si eux-mêmes au gouvernement le savent. Cette économie, c'est Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Bonjour Tom, comment ça va? Bonjour Mike, très bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette séquence. Merci beaucoup. Pourquoi cette question est aussi importante? Elle est capitale parce que vous avez 3 000 milliards de dettes, comme on le disait précédemment. En réalité, je vais vous répondre, on le sait qui la détient, la dette. C'est 3 000 milliards avec 52% de dette extérieure, donc la dette intérieure, on va dire qu'elle ne nous pose pas de problème. Vous avez la Banque Centrale Européenne qui détient une grande partie de la dette extérieure. Et vous avez une partie qui a été achetée, donc des titres obligataires qui ont été achetés par des prêteurs qui sont chinois, d'Arabie Saoudite, beaucoup des États-Unis également. On ne me demandez pas mes sources, mais je les ai. Un petit peu des Russes, mais dans une moindre mesure. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même pas mal des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'elle est cruciale? Parce que, premièrement, vous avez une dépense publique qui représente 60% par rapport au PIB. Vous avez un gouvernement, aujourd'hui, qui affiche 5,5 de déficit, qui affiche 3 000 milliards de dettes et un peu plus avec une duration moyenne de 7 ans, et qui s'endette sur les marchés à hauteur de 284 milliards pour l'année 2024. Et qui, en aucun cas, s'est mis dans l'idée, potentiellement, de réduire la dépense publique. Ça veut dire que demain, si vous ne pouvez plus faire acheter et faire marcher la planche à billets et faire acheter de la dette par la Banque Centrale Européenne, si vous n'avez plus d'amis chinois, encore moins d'amis russes, puisque c'est un pays ennemi aujourd'hui de la France, ou des gens d'Arabie Saoudite qui achètent, des gens, quand je dis des gens, sont des fonds ou des organismes financiers ou non financiers, qui achètent de la dette française, et que dans l'intervalle, comme je le disais précédemment, le gouvernement n'abaisse pas son régime, vous avez deux solutions. En réalité, vous en avez plus qu'une, parce que j'ai écarté la première, c'est la BCE qui fait marcher la planche à billets. Et la dernière solution, c'est que vous puisez dans les biens publics ou dans l'épargne des concitoyens. Alors, on va en parler, cher Tom. Mais avant ça, je vais d'abord présenter les intervenants qui sont autour de la table. Alors, Olivier Piacentini, économiste libéral. Salut, cher Olivier. Oui, salut Mike, bonsoir à tous. Tout va bien? Très bien, oui. Bon, tant mieux. En face, Philippe Erlin, aussi économiste libéral, spécialiste du Bitcoin. Il est là le vendredi, c'est pas son jour. Voilà. Mais je me dis, tiens, il faut, pour parler d'économie, il faut Philippe Erlin avec nous, ça va bien? Très bien, enfin. Bon. Et très content de voir Tom Benoît. Et à ta droite, merci. Jean-Maxime Corneille, analyste, traducteur, ancien prof d'allemand, il a tout fait. Et aujourd'hui, éditorialiste. Comment ça va? Ça va très bien. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler de l'Europe et de l'absence de souveraineté numérique européenne. Ça va être assez également d'actualité. Donc on parle des sujets lourds aujourd'hui. Bon, c'est important. Du coup, voilà, on revient sur cette dette et cette question. Oui, mais quand on dit qui possède la dette, on a compris que il y a des pays qui possèdent la dette. Ok. Mais est-ce qu'on sait si c'est des organismes, des fonds de pension, si c'est, je sais pas moi, des particuliers, oui, est-ce que c'est des États? C'est pour ça qu'il faut faire un audit, parce qu'évidemment qu'il y a une partie donc, qui est logée à la BCE. C'est pour ça que le bilan de la BCE a considérablement augmenté. Depuis 2010 environ, parce que le quantitative easing, ça a démarré en 2015. Je rappelle pour vos téléspectateurs qui le connaissent, pour une partie, pas pour d'autres, le quantitative easing, c'est quand la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence, achète sur le marché secondaire la dette des États membres, ce qui fait baisser les taux d'intérêt, donc quand elle le fait pour la France, auquel la France va s'endetter, puisqu'on va dire que la dette sur le marché secondaire a une valeur, puisque la BCE elle-même, qui est l'organisme émetteur de monnaie, l'achète. Donc la France peut continuer à s'endetter. Ça, c'est à partir de 2015. Mais en 2010, la Banque Centrale Européenne lance un grand projet d'octroi de crédit aux banques commerciales, donc sur leurs comptes qu'elles détiennent à la Banque Centrale, les TL, TRO, à taux très avantageux pour les banques commerciales, en disant il faut que les banques commerciales puissent prêter aux ménages et aux entreprises. Bon, très bonne idée, on parlait, je sais pas, c'était 500 milliards à l'époque environ, pour le premier, il y en a eu 3 de volets. Formidable, sauf que les banques commerciales, on s'est aperçu un peu plus tard qu'elles n'ont presque pas utilisé cet argent pour prêter aux ménages et aux entreprises, mais pour acheter de la dette à nouveau, des États membres de l'eurozone.
Ça, c'est le premier volet. On fait un second volet, 2018, après on en refait un parce qu'il y a le Covid naturellement. Alors là, on dit qu'il y a le fameux quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, attention, c'est le prétexte qui arrive après des années d'impression monétaire démesurée. Et là, il n'y a pas un moment où on a un gouverneur de la Banque Centrale Européenne, donc un des banquiers centraux européens, peut-être le Hongrois qui est sur ma ligne et qui est le seul qui a une vision un petit peu plus monétariste de la situation, quantitative en tout cas, mais pas au sens de quantitative easing, et qui dit on va imposer aux banques commerciales d'utiliser cet argent pour prêter aux ménages et aux entreprises et donc pour alimenter les agents économiques. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a une banque centrale qui est un organisme indépendant et qui plus est, qui n'a qu'une seule vocation pour la Banque Centrale Européenne, parce qu'on n'est pas la Fed. Aux États-Unis, il y a deux vocations. La Réserve fédérale, c'est la croissance des USA. Tant mieux pour eux, c'est très bien, ils ont bien raison. Nous, on n'en a qu'une, c'est la stabilité de l'euro. Mais là, vous avez parlé d'impression démesurée pendant la crise sanitaire. Pourtant, quand je vous ai eu l'année dernière, Ouais. on m'avait dit ah non, il n'y a pas eu d'impression Ah non, pas plus du tout. que. Non, je suis sur la même ligne depuis le début. Non, je vous ai dit exactement. Ah non, absolument. Non, je suis sur la même ligne. Je vous ai dit exactement la même chose. Je vous ai parlé du quantitative easing l'année dernière, Mike. Et justement, ce que j'ai expliqué, sauf que la différence, c'est que l'année dernière, j'étais minoritaire et qu'aujourd'hui, tout le monde m'a rejoint et tous les autres économistes disent la même chose que moi. Mais lorsque je le disais il y a un an, je disais ne croyez pas que le volume monétaire est trop gros. Il est trop gros pour avoir alimenté les États. Ah, vous parlez d'accord. Mais je disais, et je vous disais, Mike, et on pourra revoir l'interview, je vous disais, les agents économiques, depuis le quantitative easing, n'ont pas été alimentés. Ça veut dire qu'on a fait une piqûre de morphine, mais on a manqué la veine, et mais on a envoyé la morphine. Bien sûr, vous avez fait partir la morphine, mais à côté de la veine, c'est ce qui s'est passé. Mais si vous injectez de la monnaie, mais que vous ne l'injectez pas pour apaiser les demandes, mais vous faites baisser la valeur de votre monnaie, mais vous satisfaisez en aucun cas les agents économiques, et ça crée une double inflation. Vous vous rappelez, en 2007, François Fillon, Premier ministre, disait « Je suis à la tête d'un pays État en faillite ». Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Il avait raison, François Fillon. Il fait partie des rares. Il y a Alain Madelin, que je salue, que je connais personnellement, qui est un être brillant également, ministre des Finances français avant Fillon, sous la gouvernance Chirac, et qui avait conscience qu'il y avait un mécanisme, mais qui est général, c'est pas seulement la France, c'est l'Occident, d'impression monétaire par la dette qui n'existait pas il y a 50 ans. Et lorsque je parle à des personnes qui me disent on s'est toujours endetté, le principe de la dette, c'est pas grave. C'est faux, on s'est pas toujours endetté. Évidemment qu'il y a toujours eu de la dette. Philosophiquement, le principe de la dette n'est pas idiot. Parce que le principe de la dette, c'est le principe de se forcer, de se contraindre à générer de la richesse, qu'on va mesurer avec une unité de mesure monétaire qui est stable. Donc là, vous vous endettez, ça veut dire que vous prenez un accord par rapport à une capacité, et vous avez une unité de mesure qui n'est pas faussée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. L'unité de mesure est faussée parce que la monnaie est instable, et parce que le panier de monnaie fiat est instable, et d'autre part, la création de richesse n'est pas une création de richesse. Parce que moi, je veux bien qu'on crée de la richesse, même en la quantifiant par le PIB, lorsqu'il y a des agents économiques qui répondent à une demande, à une économie de marché, c'est le libéralisme d'Adam Smith. Mais lorsqu'on a un gouvernement, qui plus est avec une proximité malsaine, dirais-je, avec des banquiers centraux, qui décident que d'un seul coup, on doit faire la transition écologique. Et comme je dis, je ne suis pas opposé à l'écologie, au contraire, je suis 1000 fois plus écolo que les banquiers centraux qui subventionnent la transition écologique. Mais lorsqu'on a des banquiers centraux qui décident de financer eux-mêmes, par le simple biais d'impression monétaire, une transition écologique, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le premier progrès de l'histoire de notre civilisation, la transition écologique, qui est minime pourtant et qui devrait être bien moins onéreux que le... Très bien, mais là, on parle un peu comme des économistes, on parle de quantitative easing, de banque centrale. Ok, très bien, mais Monsieur Dupont, Mme Durand qui nous regarde, ils ont besoin de comprendre. C'est quoi les conséquences pour eux ? Est-ce que les conséquences, c'est comme je l'ai dit en introduction, la baguette, bientôt, bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais la baguette à 10-15 euros. Oui, pourquoi pas, bien sûr, mais ça dépend ce que vaut l'euro, ça, pourquoi pas. Vous savez, nous, quand on a 5% d'inflation, on a l'impression que c'est du jamais vu et que c'est terrible. Vous allez en Turquie, ils sont montés à 140% d'inflation. Et vous comparez les appareils de production turcs avec les appareils de production français, je peux vous dire que ça marche beaucoup mieux en Turquie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aller faire des implants ici, vous allez plutôt en Turquie qu'en France. Si vous allez il me regarde, je ne sais pas pourquoi. Il me regarde, regarde Olivier. Il va regarder à moi aussi. Mais c'est pas tellement mieux. Je veux dire... Non mais c'est vrai que c'est régulier. Voilà, donc, mais je peux me rendre en Turquie pour autre chose et je m'apercevrai que tout fonctionne mieux en Turquie. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des pays qui ont un appareil de production. L'appareil de production, c'est quoi ?
C'est les entreprises qui fonctionnent par rapport à une demande et un savoir-faire. Le savoir-faire, si on parle des implants, ça veut dire que vous avez une clinique, vous avez des médecins à l'intérieur, vous avez une demande à laquelle on répond. Donc vous avez des personnes qui vont du monde entier en Turquie pour se faire des implants, en Europe en tout cas. Et là, à partir de là, l'économie fonctionne. Sauf que leur unité de mesure, la livre turque, celle-ci ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que l'appareil de production ne fonctionne pas. Et nous, pour le moment, c'est l'inverse en France. On a un appareil de production qui est de très mauvaise qualité, qui est chancelant, parce qu'il est à géométrie plus que variable. Je rappelle que le CAC 40, c'est 5 sociétés qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger, et même en dehors de la zone euro. Donc les grandes sociétés françaises ou les ETI qui fonctionnent, il y en a de moins en moins. Et notre outil monétaire, on n'a pas une monnaie forte aujourd'hui. Tout le monde croit que l'euro est fort. On a une monnaie chère. On a un euro qu'on ne cesse de se payer et que les Allemands vont comprendre. Ils sont en train de comprendre. Il y a des partis d'ailleurs qui ont même porté plainte contre la Banque Centrale Européenne ou la Commission en disant on veut que ça s'arrête parce que le système Target 2 est une supercherie. On réajuste jamais la balance commerciale. C'est-à-dire que les Allemands qui sont excédentaires, qui ont une balance excédentaire vis-à-vis des Italiens, n'en profitent jamais. On ne réajuste pas la balance commerciale. Mais regardez, moi, j'ai sorti un graphique il y a quelques jours sur Twitter. On apprend que la dette passe de 1974 à 2014 de 0 à 2000. Ça veut dire qu'il a fallu 40 ans pour faire 2000 milliards de dettes. De 2014 à 2023, on est passé à 3100 milliards. Ça veut dire qu'il a fallu 9 ans pour faire 1100 milliards. Mais pourquoi ? Mais ça, là aussi, je suis le seul à en parler. On a 360% d'endettement global par rapport au PIB, dans le monde, PIB mondial. Pourquoi ? Et je reviens à ce que je disais précédemment. Parce qu'il y a eu un système obligataire, donc obligataire de dette, d'endettement, contemporain, numérisé. Et celui-ci, il n'a pas 50 ans, il a 25 ans, 30 ans. C'est le numérique, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne s'endettait pas de la même façon en 1970 quand on signait des coupons, qu'on s'endette depuis qu'on a un ordinateur et qu'on peut émettre des titres, qu'on peut les revendre immédiatement en un quart de seconde. Et ce qui a véritablement modifié la méthode d'endettement des États, plus que des sociétés, parce que ce sont les États, c'est la numérisation de la monnaie. C'est qu'on a numérisé le système obligataire. Et qu'aujourd'hui, la monnaie est essentiellement scripturale, bien sûr, mais qu'elle est numérisée surtout, et qu'on s'endette d'une façon qui est numérisée. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut être à 4000 milliards en 2027 ? Oui, en France, on le sera si on continue, mais je veux dire, faire des projets sur 3 ou 4 ans aujourd'hui en France, c'est devenu presque... Mais alors du coup, parce que là on sort des chiffres qui sont 2000 milliards, 3000 milliards, ça ne veut quasiment plus rien dire. Est-ce que cette dette exponentielle ferait qu'en France on aurait une situation à la libanaise ? Oui, mais plus que ça, mais le problème c'est que, mais un peu à la libanaise, c'est que nous... La libanaise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer d'argent. Bien sûr, absolument, mais ça on va y arriver, mais on est aux portes de ça. On est protégé aujourd'hui par l'euro qui nous emmène à la catastrophe d'autre part. Il nous protège des errances vers lesquelles il nous a menés. Je précise que j'étais contre l'intégration dans l'euro. Voilà, parce que je veux dire, je dis pas ça pour défendre. Il nous laisse faire des bêtises et après, il fait l'effet de protection. Comme pour la Grèce. Oui. Parce que ce que vous dites là, quand on a fait... il fallait voir quand même, Nicolas. Il a dit, il nous laisse faire des bêtises. C'est-à-dire que la dette est voulue. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi elle est voulue ? C'est quoi, c'est pour apporter l'euro numérique ? L'euro numérique, c'est encore un autre sujet. L'euro numérique, c'est une façon de diviser la monnaie, ça j'en parle régulièrement, j'ai dit l'euro numérique c'est une belle supercherie parce que vous avez quand même une banque centrale qui vous dit l'euro numérique a pour vocation de complémenter les pièces et les billets parce que tout est numérique, on va faire un euro numérique. Non, c'est faux, l'euro est déjà numérique. Quand vous avez des euros, vous faites un virement, c'est pas, vous payez par carte bancaire, c'est déjà de la monnaie numérisée. Donc l'euro numérique a une seule vocation, c'est de créer une deuxième structure monétaire qui permettra de distribuer de la monnaie banque centrale qui ne sera pas l'euro traditionnel. Mais en réalité, l'euro numérique ne sera pas plus numérique que l'euro traditionnel, et l'euro traditionnel n'est pas moins numérique que le nouvel euro numérique, que les monnaies numériques de banque centrale. Donc là, c'est important. Pourquoi on nous laisse faire de la dette ? Alors, la grande question aujourd'hui, c'est de quelle façon on va éponger la dette qui a déjà été émise. Parce que... Mais on ne l'épongera pas, tout le monde dit... Si, pourquoi ? Pourquoi ? On va regarder les agences de notation. Pourquoi ils ne dégradent pas plus que ça la note de la France ? Vous pouvez te poser la question, moi je vous le dis, je vous réponds très simplement. Moi je me mets dans la peau d'une agence de notation. Vous êtes Fitch aujourd'hui. Fitch a dit, je considère que les ambitions du gouvernement français sont peu ambitieuses et peu crédibles. Oui. Ils ont raison, mais ils vont peut-être dégrader le 26 avril et peut-être que Standard & Poor's va poursuivre, peut-être pas, ou peut-être que très légèrement. Ils n'ont pas tort, parce que moi je regarderai la France, je me dirais, mais est-ce que c'est un prêteur dangereux ? Est-ce que c'est un emprunteur dangereux ? Je me dirais non. Il y a 6 000 milliards d'épargne privée.
il y a un parc immobilier, il y a de l'argent public, il y a un parc immobilier public. S'ils n'arrivent plus à payer avec les recettes fiscales, Ils ramassent. on ira ramasser. C'est ce qu'ils ont fait avec la Grèce. Et hein. c'est ce qu'ils ont fait, oui. et les Chypriotes s'en rappellent, voilà, plus que les autres. Et c'est l'idée qui a été d'ailleurs lancée par Monsieur Gabriel Attal dernièrement. Non, Gabriel Attal n'a pas de dogme. Non, mais en tout cas, une idée qui a été lancée comme quoi il y aurait peut-être un projet de loi pour Il va taxer réaliser un audit, l'épargne. il va. Déjà, mais ça, je veux dire, j'ai rien contre Gabriel Attal, c'est pas la question, mais je veux dire, il réalise un audit avec des personnes qui viennent pas du milieu économique et qui sont parachutées à la commission économique alors qu'on est au bord du précipice. Aujourd'hui, il faut réellement réaliser un audit sur l'origine de la dette extérieure, comme je dis. Et je réclamais ça il y a un an, j'ai fait passer plusieurs tribunes. Aujourd'hui, je le dis sur votre antenne, je somme le gouvernement de réaliser par devoir de transparence vis-à-vis de la population un audit sur la part extérieure des titres obligataires français qui sont déjà émis et qui ont été achetés. Comme ça, on saura à qui on doit cet argent et s'il doit y avoir des saisies et si on augmente les impôts une fois qu'il y aura la taxation sur les rentes, comme l'a annoncé Gabriel Attal. Parce que ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a un ministre de l'économie. J'ai rien contre lui, hein, c'est pas la question, c'est pas une attaque frontale, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, et on a en même temps son Premier ministre qui nous dit on va lancer une commission pour créer une taxation sur les rentes. Et on a une présidente de l'Assemblée nationale qui dit qu'elle est favorable à la taxation des super profits, mais c'est pas un nouvel impôt, les super profits non plus. Alors, ne disons pas rente, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que en réalité, les rentes, ça veut dire même le livret A, ils peuvent se servir. Alors que dans la tête des gens, rente, ça signifie le rentier millionnaire qui a un mais patrimoine. alors, mais s'il a payé, s'il s'est endetté pendant des années, il a 3 millions de patrimoine, il doit vendre mais un vous bien. n'avez pas de soutien populaire lorsque l'on dit « Ah ben tiens, c'est le rentier Non, qui possède 3 immeubles. » Bah si, Voilà. moi je le défends aussi, moi le rentier Vous qui le possède défendez, 3 immeubles. mais pas parce qu'ils n'ont pas de courage, pas la les masse, autres. Mais parce qu'ils n'ont pas de courage. Moi je vous dis aujourd'hui, le grand devoir libéral, justement, citoyen républicain, c'est de dire qu'on doit défendre celui qui a rien et qui veut créer une entreprise et gagner de l'argent ou être salarié ou être architecte, par exemple, voilà, et qui va devoir lutter contre le saccage des pouvoirs publics en vigueur aujourd'hui. Et on doit défendre aussi celui qui a hérité de plusieurs biens ou celui qui a acheté pendant des années, qui s'est endetté, qui s'est constitué un patrimoine et qui se retrouve aujourd'hui avec un patrimoine dont on va augmenter la valeur, la taxation, parce qu'on considère qu'il est rentier. Parce que le petit jeu, c'est quand même que on parle de taxation sur les super profits. Super profit, c'est quoi? C'est 5 sociétés. Il n'y en a pas plus. Hein, Il y a rien couvrir. Total, LVMH, Hermès. Il n'y a même pas. Il y aura même pas. Ils vont récupérer quelques Il y a milliards. LVMH, mais il n'y aura pas Pinot, il n'y aura pas Kering. Il y aura les grosses sociétés, ce serait Total. Parce qu'il ne fait pas de dividendes faramineux. Kering, il est dans une situation compliquée aujourd'hui. Donc, par rapport à leurs calculs, ce seraient les sociétés qui ont profité d'une configuration particulièrement favorable. Là aussi, ils ne connaissent rien, l'économie de marché. Oui, mais là, vous voyez, regardez, vous êtes libéral, et moi aussi je suis libéral. Je suis contre la taxation sur les super profits. Vous avez totalement raison. Moi-même, je suis contre. Mais le gars lambda qui nous regarde, il dit « Ah, mais bon, de toute façon, ça touche Total, ils sont milliardaires, on s'en fout. Ouais. » Et moi, je pense que cette dette et ce que fait le gouvernement, ça va toucher le gars lambda. Non, mais le gars lambda, ce qu'il faut qu'il comprenne, je vois ce que vous voulez dire, c'est que si on taxe les super profits, on ne fait pas rentrer de l'argent pour favoriser les dépenses publiques, on fait baisser la valeur de la monnaie que lui-même, ce gars lambda, utilise. C'est ça qu'on est en train de faire. Vous avez raison. C'est tout mais le truc, c'est que, regardez, on a eu la crise sanitaire. Ils ont sorti 400, 500 ou 600 milliards comme ça en claquement de doigts. Donc qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ils se disent l'État peut sortir encore 500, 600, 1000 milliards en un claquement de doigts. C'est ce que se dit la masse. Mais bien sûr. Là, on arrive au bout. Mais je vous dis que oui. Et pourquoi, excusez-moi si vous me laissez une minute, bien sûr. La taxation des super profits, ça va être quelques petits milliards qui ne suffiront pas, et loin de là, à couvrir les 160 milliards de déficit. Non, mais donc c'est bien pour ça qu'il va falloir qu'ils les prennent ailleurs. Tout simplement. Non, mais soyons sérieux, je veux dire, on le sait tous autour de cette table. Bien sûr. Le gros, celui qui fait, il passe toujours au travers, parce que si Tom Benoît et les 3 personnes autour, on l'a compris, vous imaginez bien que M. Arnault a compris que ça risquait d'apparaître, cette petite musique, et il a bien raison. Je veux dire, moi, je serais Bernard Arnault, ça fait un petit moment que je me serais dit... Mais les fameux super profits faits en France s'élèvent à combien sur ces 5 sociétés? C'est quelques centaines de milliards, vous les surtaxez. C'est une question importante. Ça va faire quelques milliards, parce ça que va pas le résultat net de LVMH et le plus gros résultat privé, c'est 12 milliards cette année. Vous avez Stellantis, ils étaient à quoi, 22, 23, Total 25 environ, voilà. Donc il y a 100 milliards à taxer. Excusez-moi. Et ça, c'est la totalité, on ne va pas tout leur prendre, on va leur prendre une partie, donc ça ne va pas faire... Mettez 10%, mais alors du coup... Pardon. La taxation super profit a été déjà sabotée par le maire. C'est un article du Canard enchaîné qui vient de sortir, en fait. Oui, il a fait passer une tribune dans les Échos, d'ailleurs. Mais alors, parce que
est-ce que la France peut très vite, avant peut-être 2027, parce que souvent on dit voilà 2027, on va changer de majorité, c'est une éternité, etc. ça. Mais voilà, ouais. est-ce que avant ces futures présidentielles, eh bien l'État pourrait ne pas avoir les moyens de payer les retraites, la fonction publique, le social, on des court à choses la comme ça. catastrophe, oui, parce que quand Est-ce que ça c'est quelque chose vers quoi on arrive? Oui, bien sûr. Mais évidemment, non, mais quand le ministère de l'économie aujourd'hui et le ministre de l'économie disent on va revenir en dessous de la barre des 3% de déficit public, ils sont en train de... Il n'y a que deux solutions. Hein. C'est pas possible autrement avec la trajectoire qu'ils ont. Soit ils reviennent en dessous de 3% parce qu'ils reviennent à des politiques libérales, mais ils le font pas, c'est pas du tout leur idée. Oui. Soit ils abaissent le train de vie de l'État et ils le font pas du tout. Soit ils cessent de payer une grande partie des retraites, parce que la grande partie aujourd'hui des dépenses de l'État, c'est la retraite des fonctionnaires. Hein, c'est surtout ça. Oui. Donc il va y avoir une révision du système de retraite, mais qui est scandaleuse également. Et je veux dire, moi on dit souvent avec de droite et tout, mais c'est pas le truc d'être de droite, c'est pas être salaud, c'est pas la question. Être de droite, c'est être responsable. Et c'est pour ça que la valeur écologique peut être une valeur qui touche beaucoup plus la grâce à droite qu'à gauche d'ailleurs. Je pense même à Giscard d'Estaing sur la protection du littoral, à ces choses-là. Et aujourd'hui, la grande responsabilité, c'est de dire que si on s'engage vis-à-vis d'une population qui cotise à lui payer des retraites, au moment où on ne lui paye pas quand elle arrive à l'âge de la retraite, ça s'appelle du vol. Est-ce que par exemple, nos deux générations à nous deux, vous comptez sur moi je suis né en retraite 81, bon je pense que tu es un peu plus jeune. Plus tard, oui, mais je veux dire, mais Donc, je compte pas du tout. est-ce que nous, par exemple, notre génération aura une retraite? Non, mais sûrement pas. Il n'y aura plus de principe de retraite, évidemment. Non, on sera bien loin de ça. Mais alors là, tirer des plans sur, on va dire, une trentaine d'années, ou un peu moins, ou un peu plus, mais c'est presque impossible. Là, on est bien sûr. Non, c'est absolument... Mais je vais vous dire, même aujourd'hui, décemment, il n'y a plus d'hôpital public. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital public ces dernières années? Moi, je suis rendu il y a quelques années, même pour ma grand-mère, il y a plusieurs années. Vous allez dans un hôpital public, vous parquez votre population dans des mobil-homes à côté, et on vous dit qu'il manquait 500 millions pour l'hôpital. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une dépense publique avec parce que ça ne s'arrête jamais, hein, des sociétés. La deuxième chose à faire, pour revenir à ce que vous disiez, c'est corollaire à cela, c'est de réaliser un audit sur ce qui est superflu, nécessaire, très utile. L'Assemblée nationale, le Sénat, on va dire qu'il y a du nécessaire, un peu de superflu, mais quand même utile. Donc on garde ça, évidemment. Mais après, le CESE, l'ADEME, et on ne va pas faire toute la liste, il y en a des dizaines, voilà. Et les frais, le fonctionnement de l'État, c'est ça qui est en train de paralyser notre pays. Et quand on me dit ça, on me dit, bon, vous allez limiter les dépenses de l'État, donc il y a des gens qui n'auront plus de salaire. Faux. Je veux dire pourquoi. Parce que moi, demain, je suis au pouvoir. La première chose que je fais, c'est que je ramène la dépense publique à 30% du PIB, après avoir réalisé les audits. On peut le faire ça en 48 heures. Non, pas en 48 heures, non, ça vous prend 2 mois, évidemment. En 2 mois, très vite, bien voilà. sûr. Ben oui, non, mais vous réalisez, ça va très vite. Vous prenez une société privée pour réaliser des audits. Bon, je veux dire que réellement, là, demain, je suis au pouvoir et je ne pose pas la question à des personnes qui le sont. Je sais qui la détient, la dette extérieure. Je fais réaliser un audit en 48 heures et j'ai la réponse. Et à partir de là, je fais réaliser un audit sur toutes les dépenses de l'État. On passe tout ceci au crible. On ramène ça à 30% sur une année de dépenses publiques. On abaisse de 80% les prélèvements obligatoires pour toutes les sociétés qui font moins de 20 millions de chiffre d'affaires en France et qui proposent exclusivement leurs services à des Français. Ça veut dire que ces sociétés passent en cash flow positif. Elles peuvent salarier des personnes qui précédemment travaillaient pour la fonction publique pour ne pas apporter de service et pas créer de richesse. Hein, parce que si vous travaillez dans un bureau pour l'ADEME, vous servez à rien. Je suis désolé s'il y a des personnes qui nous entendent, mais elles seront beaucoup plus épanouies si elles travaillent dans le privé et qu'elles parviennent à gagner décemment leur vie. Est-ce qu'il ne faut pas... Allez-y, continuez. Et je termine parce que la contrepartie, c'est que vous imposez à toutes les sociétés qui proposent un service en France de relocaliser tous les téléconseillers, par exemple, donc, qui travaillent pour des sociétés téléphoniques et qui ont un monopole, il y en a 3. Est-ce que vous avez déjà appelé un seul opérateur téléphonique parmi les 3 qui vous a redirigé vers un téléconseiller qui se trouvait à Marseille, à Paris ou à Lyon? Jamais. Et pour les opérateurs bancaires, c'est la même chose. Et là, vous allez générer des prélèvements obligatoires. Mais vous allez générer des prélèvements sans ponctionner la population. Oui, mais regardez, l'argent qu'on perd, c'est la protection sociale à la française du gouvernement provisoire. Mais c'est du cinéma. Mais c'est un tiers du PIB, ça. Et ça crée aussi des gens qui ne veulent pas aller bosser, ou de la fonction publique, ou des conneries du genre. Ouais. Donc du coup, il faut faire sauter ce truc. C'est-à-dire par exemple, capitaliser les retraites, peut-être
sortir de la Sécu comme c'est aujourd'hui, je sais pas, Non, mais là, il y a sortir des RSA, des Non, mais je compagnies. vous ai expliqué, il y a des sujets compliqués. Si on est un pays, si on est une nation, on est une population, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés ici, ou il y a des gens qui ont obtenu la nationalité. Mais si vous êtes un pays, effectivement, avec des frontières ouvertes et qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune limite possible, on ne peut même pas aborder le sujet, c'est presque interdit. Hein, si on dit, oui, mais combien est-ce qu'on sera si on interrompait l'immigration, par exemple? Parce que la réalité, c'est ça. Je veux dire, si vous prenez la population franco-française, et franco-française, ça ne veut pas dire il n'y a rien de raciste, hein, au contraire, hein, je suis le premier à être antiraciste. Mais je veux dire qu'à partir du moment où vous avez une population qui cotise, vous ne pouvez pas expliquer à cette population qu'elle doit cotiser également pour payer des services sociaux qui sont voués à une population qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Ça, c'est pas possible. Mais je pense que tout le monde le sait déjà. Je pense que tout le monde le sait. Ah oui. Donc ça veut dire que la politique qui est menée est antidémocratique. Mais moi, il y a un truc. Elle joue sur la il y a un truc, résignation. je vais vous dire une chose. C'est que les gens, en fait, comme ils ne payent pas, ils font pas de chèque. Directement, Ils absolument. ne payent pas, ils font pas de chèque à l'URSSAF, à la Sécurité sociale et tout ça. Ils sont pris directement sur leur salaire. Ils se rendent pas compte du coût de la protection sociale. Oui, mais le problème, on peut pas en vouloir aux gens. Et donc, du coup, les gens c'est vous pas- disent ouais, mais connard, t'es un libéral Oui, et tout. bien sûr. Ils disent ça. Non, mais il y a rien. C'est parce que c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, Mais- non, mais, pas forcément. Non, pas, si, si, pas si. peut-être. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas qu'en fait, quand ils touchent 1000 balles, on leur prend genre 300 balles pour un service nul à chier, alors que en Suisse, les mecs ils gagnent le double d'un gars qui touche 1000 balles. Enfin, voilà. Ouais, bien Donc, sûr. Ouais. Alors qu'ils n'ont pas tout ça. Comment faire comprendre aux Français qu'en fait, l'État, quand il nous donne 10, il nous en prie 100 et c'est une carotte. Comment le faire C'est comprendre? simple, hein. Ah, Attends, Benoît, réponds. La première des choses, c'est d'avoir une connaissance monétaire, pas budgétaire et économique. Avant de parler de budget, on va dire, et d'économie, c'est d'avoir une connaissance monétaire. Comme je le disais, si vous avez un niveau ou un mètre qui est faussé, vous ne pouvez pas prendre la mesure des choses et vous ne pouvez pas prendre la mesure de la richesse avec une unité monétaire qui est faussée. Et aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux gens, ce n'est pas la question, mais ce que doit attendre une population, si on est français, qu'on ne veut pas s'intéresser plus loin que ça à la politique, c'est de dire on doit avoir un État qui est souverain, donc qui nous protège et qui nous défend, ça c'est une réalité, parce que l'État doit être protecteur, c'est une réalité, et on doit avoir une banque centrale, donc un organisme émetteur de monnaie, normalement qui devrait être souverain, qui devrait être la Banque de France, ou qui peut être la BCE, mais qui doit en tout cas garantir la stabilité. À partir du moment où ces gens ont failli à leur mission et qui n'ont pas réussi à satisfaire les vocations qui leur revenaient, auxquelles ils devaient se répondre, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus discuter. On ne peut pas discuter de budget ou d'économie avec des personnes qui ont faussé l'unité de mesure. Ah, c'est sûr. C'est ça que je suis en train de dire. Et ma dernière question, cher Tom, parce que voilà, vous devez partir très vite. Je suis désolé, vraiment, je suis resté mais avec y a vous, pas de mais... Mais pas de souci, en tout cas, j'aime vous avoir et j'aime bien discuter avec vous économie. C'est J'adore partagé, parler cher économie Mike. hein, pour le coup. Et est-ce qu'il ne faut pas, en fait, ne pas réformer tous ces trucs, ça, c'est bidon, mais en réalité, qu'il y ait l'implosion de l'État, voilà, que l'État, pouf, voilà, fasse la méthode argentine, un peu, bah, à la rigueur, fasse je suis pas réellement contre, une ouais. vraie faillite Ouais. dans les faits. Oui, mais il ne Et faut pour pas que ce tout soit la reconstruire. population qui paye la faillite, quoi. Je veux Bah, dire, mais il ne tout faut le pas monde qu'on perd. explique à la population que ce sera avec le livret A, avec l'épargne privée. Mais attendez, quand vous rajoutez 1100 milliards de dettes en 9 ans, c'est tout le monde paiera. Hein, c'est Non, mais pas, on peut s'arrêter, mais il faut s'arrêter tout de suite. Oui, mais, Là, mais si vous prenez pendant 3 mois, vous gagnez 1000 euros par mois, on va dire. Et pendant 3 mois, vous prenez tous les jours un prêt Cofidis. Mais au bout de 3 mois, vous dites, bon, j'arrête le prêt Cofidis. Ben, vous allez quand même payer. Hein. oui, bien sûr, mais là, on a encore la possibilité quand même d'avoir des recettes. On a encore cette possibilité. Bien sûr, évidemment. Mais comme je vous dis, si vous avez une politique vraiment libérale, mais libérale, attention, hein, c'est pas parce que, ce que vous me dites, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se considèrent anti-libérales parce qu'on se dit, mais le libéralisme, c'est le marché qui décide de tout, c'est l'argent qui décide de tout, c'est pas ça, au contraire. Le libéralisme, c'est la main invisible d'Adam Smith, c'est le principe de pouvoir générer de la richesse par rapport à une demande. Ce qui est illibéral. Et il y a du socialisme dans le libéralisme, mais du socialisme proudhonien, c'est-à-dire du socialisme protecteur. Et ça permet d'avoir une démocratie libérale. Donc c'est le peuple qui décide de l'économie de marché qui lui correspond et qu'on mesure avec une monnaie stable, comme je le disais précédemment. Par contre, lorsque vous avez des politiques qui sont littéralement illibérales, vous avez des demandes
qui ne sont absolument pas exprimés par une population, mais qui sont payés par une population. Et c'est ça qui est en train de se produire. Donc aujourd'hui, on a tous intérêt, en quelque sorte, à être libéraux, mais le mot n'a pas d'importance, quoi. Je veux dire, c'est pas, on va pas créer le parti des libéraux, c'est pas, ça sert à rien, c'est pas la question, en plus, c'est pas. Moi, je suis pas spécialement libéral, mais par rapport à l'État français, on l'est tous plus ou moins. Ouais, Voilà, ouais. on est communiste. Voilà, moi je suis ça. pas communiste par contre, Voilà. je l'assume totalement. Non, mais je le dis, je peux comprendre, mais à la différence de beaucoup de personnes, par contre, pas les communistes, parce que j'ai des amis communistes, mais il y a beaucoup de personnes dans des milieux gauchistes qui veulent plus discuter aujourd'hui, mais d'une fausse gauche, d'ailleurs, pas des valeurs de la gauche, parce qu'il y avait la gauche de Georges Marchais ou même du premier mandat de Mitterrand, qui avait du sens. Je ne dis pas que je partageais les mesures, mais qui avaient du sens. Aujourd'hui, la gauche actuelle est larguée à 100%, pour le dire, d'une façon prosaïque. Mais moi, personnellement, je ne suis pas communiste. Ça veut dire que l'état d'esprit de partager la productivité et le bien commun, ça ne me plaît pas. On peut dire que je suis égoïste là-dessus, bon, pourquoi pas, allez, mais je veux dire, moi, c'est pas mon truc. Moi, je préfère la démocratie libérale un peu à l'américaine, pour ainsi dire, c'est-à-dire que vous avez très peu d'États, à l'américaine pour eux. Je ne dis pas que les Américains ont une attitude favorable envers l'Europe, mais je veux dire que vous avez très peu de présence de l'État, très peu de dépenses publiques, mais par contre, ce qui est à vous, et vous pouvez décider de le partager. Parce que dans le libéralisme également et dans les économies libérales, il y a une part de socialisme voulu aussi. Je crois qu'on a tous autour de cette table, un jour ou l'autre, et qu'on le fera peut-être ce soir ou demain, aider quelqu'un, ça arrive ça. Et vous pouvez être dans un système très libéral et décider également d'aider, de propulser, de soutenir, de venir en aide. C'est pas forcément une minorité de personnes. S'il y avait une élite qui était dorées d'une dimension sacrée, si je puis dire, et qui prennent systématiquement les bonnes décisions lorsqu'elles sont sociales et les bonnes lorsqu'elles sont libérales, il n'y aurait aucun problème, ni dans le libéralisme, ni dans le socialisme. Mais force est de constater que ça n'est pas le cas. Quand vous avez une élite socialiste, généralement, elle prend des décisions pour justifier sous le masque, justement, de la dépense publique protectrice, pour commander des rapports, ça ne s'arrête jamais pour certains. Et c'est pour ça que je dis que la seule solution, c'est qu'il y ait des gens qui viennent du milieu privé, mais c'est pas une passion pour les entrepreneurs, ça c'était les années 80, mais je veux dire, mais des personnes qui ont évolué, qui ont répondu à une demande dans leur vie, qui ont pris des décisions, et qui se disent j'arrive au pouvoir parce que j'attends pas de me retrouver parachuté quelque part ou de retourner à la place à laquelle j'étais. Merci à vous, cher Tom Benoît. Merci beaucoup, cher Mike. Alors, géostratégie. En kiosque, partout en France. Partout en France. Cette semaine, c'est que se produirait-il si la France quittait l'euro? Voilà, un gros dossier. Où est-ce qu'on peut vous voir Vous pouvez me voir un peu de partout. J'ai donné une interview à François. On a toujours un partenariat. Non, mais là, lorsque vous êtes à la télévision... Géostratégie Magazine en partenariat avec TV5 Monde dans l'émission TV5 Monde, Face au territoire, chaque jeudi matin. Chaque jeudi matin. À 9h30. Et le prochain que vous allez un peu découper? Ah non, je découpe personne. non, je ne vais jamais découper personne. Non, je pose des questions qui sont... Le prochain, c'est qui? Non, c'est Ségolène Royal qui sera la prochaine invitée. Et qui est quelqu'un de très sympathique au passage. Merci à vous, cher Tom Benoît. Merci, Mike. Et là, on va passer au grand débat avec nos économistes qui trépignent. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.